ouvert, pardon. Donc, je vais procéder à l'appel. Marilyn Wagner présente. Sarah Ferraud, Michael Pereira, Présent. Camille Dalle, Louis Chouin, Présent. Sabrina Bécher, Guillaume Vénère qui a donné procuration à Thierry Jossé, Pascal Séjourné, Pierre Bibé qui a donné procuration qui va arriver, Jérôme Marang également. Elle y arrive. Ah, pardon, Jérôme, excuse-moi, je ne peux plus arriver. Hugues Cantel absent. Pierre Jallet, voilà. Laure Beaumartel, Jocelyn Coinon, Valérie Dio, absente. Thierry Jossé, Laurence Béatrix, Chantal Hervieux, absente. Julien Lefebvre, Justine Picot, absente. Régis Roussel qui a donné procuration à Sarah Ferraud, Gérard Dubuche, Colette Genet, Ulrich Schumberger, absent. Pascal Griot, Sébastien Lerat, Sandrine Bezek, François Van Fletteren qui a donné procuration à Pascal Griot, Claire Pitette, absente. Pascal Ditch, présent. Simon Jaraï, présent. Et Laurence Cosier-Lemire, absente, qui a donné procuration à Pascal Ditch. Y a-t-il des observations sur le dernier procès-verbal du Conseil municipal? Donc je fais passer le parapheur pour le signer. Merci. Je vous propose. Oui, j'ai dit à Pascal. Donc je vous propose de désigner M. Pereira pour le secrétaire de séance. S'il n'y a pas d'objection, je vous remercie. Alors, la première délibération, c'est l'approbation de l'avenant à la Convention territoriale globale 2024-2028 et je donne la parole à M. Pereira. Merci, Madame le maire. Donc effectivement, cette première délibération concerne la CTG, la Convention territoriale globale, que vous savez, nous avons signée depuis 2020. Donc cette convention dite cadre, elle est cadre pourquoi? Parce qu'elle cadre l'aspect politique et stratégique permettant de mobiliser l'ensemble des moyens de la CAF à destination des familles, de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse et des plus vulnérables. Et donc dans ce cadre-là, nous souhaiterions intégrer 2 avenants liés aux évolutions réglementaires et organisationnelles. Donc la première concerne le relais petite enfance qui a été transféré au SIAS le 1er avril 2025 et donc ce qui modifie l'article 2 et 3 de la CTG et donc il faut les mettre à jour tout simplement. Ensuite, le deuxième aspect, c'est que depuis la loi du 18 décembre 2023, cette loi entérine la création d'un service public de la petite enfance. Et donc, par conséquent, dans ce cadre-là, il faut réaliser un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant. Et donc, ce schéma sera réalisé en complémentarité avec l'Intercom Bernéterre de Normandie et les communes de Ménil-en-Ouche, Brionne, au cours de l'année 2026. Et donc, il vous est juste demandé de valider ces avenants. Est-ce qu'il y a des questions? Simon? Oui, Madame le maire, donc la CTG, Convention territoire globale, vise à garantir, c'est noté dans l'annexe, l'offre de soins pour tous et permettre, comment dire, à une jeunesse d'envisager l'avenir sereinement. En revanche, il y a quand même des menaces qui pèsent sur notre territoire. Je pense notamment à certains services publics, la maternité. Je voulais savoir si, comment vous entendez agir face à cette fermeture depuis plusieurs années. Et je pense qu'il faut réfléchir également aux conséquences que cette fermeture a pour les jeunes familles du territoire, et je sais que vous êtes attentif à l'attractivité du territoire, et ce qu'on défend avec notre groupe, hein, c'est vraiment une position que l'on maintient, c'est que l'attractivité du territoire, elle passe par la qualité du service public. Et cette fermeture de la maternité, c'est un frein
je pense, pour l'attractivité du territoire. Je pense également au service de cardiologie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est également un peu menacé puisqu'il dépend un peu du recrutement. Donc il y a des difficultés qui vont s'annoncer prochainement concernant ce service. Et enfin, j'aimerais également évoquer la chirurgie H24 qui est également menacée. On l'a vu avec l'actualité, alors pas cette semaine, mais il y a quelques semaines de là. Et je pense que cette menace, elle met en péril la prise en charge des urgences, enfin, elle peut mettre en péril en tout cas la prise en charge des urgences et l'attractivité de notre bassin. Donc on aimerait savoir la position que vous allez défendre vis-à-vis de cette chirurgie H24 pour garantir le maintien d'une offre de qualité. Et voilà, si vous pouvez répondre, si vous m'autorisez à donner la parole à Pascal Ditch qui souhaite sûrement compléter mon intervention. Merci. Simon a évoqué la cardiologie. Donc il y a des vrais problèmes, il y a des vraies menaces de fermeture de la cardio à l'hôpital qui sont en tout cas évoquées, même à l'intérieur de l'hôpital. Donc il y aurait besoin aussi d'être assuré sur ce sujet-là, parce que comme c'est marqué sur la CTG, il faut prendre en compte les plus vulnérables, et les questions de cardiologie, ce sont des questions importantes. Comme l'a dit Simon, sur la jeunesse, envisager sereinement l'avenir depuis sa naissance, donc à évoquer l'histoire de la maternité. Puis il y a le troisième point qui est aussi le parcours éducatif de qualité de chacun. Depuis des années, nous avons malheureusement des coups de rabot sur le système éducatif dans notre commune, avec des fermetures de classes, des fermetures d'écoles. On est à quelques semaines, et vous le savez bien, Monsieur Pereira, puisqu'on a l'occasion d'échanger sur ce sujet-là régulièrement. On a la carte scolaire qui va bientôt tomber. Il n'est pas exclu qu'on puisse avoir, comment dirais-je, à répondre à des demandes sur ces questions de carte scolaire. Comment vous envisagez cet avenir proche afin d'éviter de nouvelles fermetures de classes comme on en a, et voire même des fusions d'écoles comme on en a eu, et pour lesquelles nous nous sommes élevés en opposition. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais répondre. Alors, je voudrais vous savoir quel est le signe que vous avez de la fermeture de la cardiologie. Eh bien, Madame le maire, j'y suis allé hier. Et donc, j'ai voulu prendre un rendez-vous pour la cardiologie, tout simplement. Et donc, il faut attendre février, et pas sûr, parce que c'est pas sûr que le cardiologue soit remplacé. Et les services disent, il est même pas sûr que la cardiologie puisse continuer à exister à l'hôpital. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des questions d'actualité que je pose. Alors, je vais rassurer Pascal. Peut-être que vous avez eu un rendez-vous qu'à partir de février et qu'on de rappeler. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de fermeture de cardiologie, comme ni de la chirurgie H24 pour le viscéral. Il y avait de programmer une fermeture de lit pour les périodes de Noël, mais depuis hier, il n'y a plus de fermeture de lit. Donc, la chirurgie H24 continuera sur l'hôpital. Pour la maternité, eh bien, la maternité, vous savez bien que c'est un grand sujet et que ça m'a tenu à cœur quand il y a eu la fermeture. Aujourd'hui, on évoque encore le sujet de la maternité, mais il faudrait savoir qu'on est quand même en pleine démographie, et donc la réouverture de la maternité est un sujet qui se posera à très long terme. Bon, d'accord. Donc voilà. Donc pour la chirurgie, l'H24 de la chirurgie viscérale, j'ai répondu, et la maternité aussi. Pour le scolaire, je vais donner la part. Et puis je voudrais rassurer quand même, parce que quand on me dit ou que j'entends par-ci par-là que on aurait mieux fallu de rénover l'EHPAD et autres, je rappelle que nous avons eu les financements et que les dossiers sont bouclés pour le nouvel EHPAD et pour la nouvelle partie de l'hôpital qui sera agrandie et qui sortira finalement, qui sera finie fin 2027, début 2028. Donc, nous aurons un hôpital qui sera refait entièrement, c'est-à-dire qu'on va abandonner le bâtiment du H Ménil
Et le bâtiment d'en face, puisque j'en suis entendu dire qu'il y avait eu des problèmes avec l'ascenseur. C'est vrai, c'est une réalité. L'ascenseur, il est plus âgé que moi. Et donc, pour avoir des pièces, c'était très compliqué. Mais les services ont déménagé, puisque aujourd'hui, les services médecine sont arrivés dans le bâtiment, l'ancien bâtiment, enfin l'hôpital 2007, comme on appelle. Merci Madame le maire de me redonner la parole. Donc par rapport à l'EHPAD, là aussi il y a des inquiétudes, non pas sur la reconstruction, mais sur le nombre de places. Donc aussi en échangeant avec, comment dirais-je, la communauté en fait qui s'occupe de l'EHPAD, à la fois les patients, mais aussi les animateurs, etc. Il y a des interrogations qui sont celles d'un nombre de places moins élevé que ce qui existe actuellement. Est-ce que vous pouvez nous rassurer aussi sur cette question-là? Alors effectivement, l'EHPAD à terme aura 141 places au lieu de 225 aujourd'hui, mais il faut savoir que dans les 225, c'était beaucoup de chambres doubles, donc elles vont être en chambre seule, les 141 places seront en chambre seule. Et il faut aussi savoir que l'EHPAD va tendre vers un EHPAD à domicile, puisque de plus en plus de personnes âgées veulent rester chez elles. Donc il y aura un EHPAD à domicile en plus. Donc voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur l'EHPAD. C'est passé au conseil de surveillance il y a 2 mois. On a rassuré tout le monde. On a fait une réunion il n'y a pas très longtemps avec tout le personnel de l'hôpital qui était présent pour justement présenter tous les projets, et les financements ont été bouclés. Il faut quand même savoir que pour l'EHPAD de Bernay, qui sera pris en charge par le plan Ségur de 5 millions d'euros par l'ARS et 5 millions d'euros par le département, et pour l'agrandissement de l'hôpital par l'arrière des urgences, ce sera pris au titre du Ségur. Je ne sais pas si vous vous rappelez que la région avait dit qu'il mettrait 1 euro comme mettra 1 euro l'ARS. Donc tout ça, ça a été validé. Donc maintenant, les projets sont presque aboutis. On pourra avoir bientôt les maquettes du projet. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude pour l'EHPAD et l'hôpital. Je passe la parole à M. Pereira pour l'école. Merci Madame le maire. Donc effectivement, pour les écoles, on revient toujours sur les mêmes sujets. Malheureusement, on pensait que les choses voilà, étaient évacuées. Moi, je vous invite, parce que je sais que vous êtes des élus de terrain, à aller parler aux parents, notamment de Paul Bert, puisqu'il y avait cette allusion-là. Lors des conseils d'école, à l'heure actuelle, il n'y a plus de sujet en fait sur la fusion entre l'école des Fontaines et l'école Paul Bert. Les parents saluent en fait ce projet-là. Donc on peut y revenir en fait éternellement. Je pense qu'il faut regarder vers l'avenir et arrêter de regarder dans le passé, surtout quand on voit en fait le niveau démographique de notre ville où malheureusement on a de moins en moins d'enfants. Là encore, les chiffres le confirment. On a de moins en moins d'enfants scolarisés parce qu'on est une commune rurale, comme toutes les communes rurales de notre strate, connaît cette réalité-là. Pour aller plus loin et pour être, on va dire, plus global, vous le savez, parce que enfin, je trouve qu'il y a un petit peu un côté démago. Vous le savez, j'étais auprès de vous. On s'est battu contre les fermetures d'écoles. Donc il ne faut pas nous reprocher à nous, municipalité, de ne pas nous battre pour les fermetures d'écoles. On a fait un piquet à Jean Moulin pour éviter les fermetures d'écoles. Chaque fois qu'on qu'on voit la DAZEN, on se bat pour éviter toutes les fermetures d'écoles. Mais à un moment donné, on ne peut pas lutter contre la démographie. Et vous reconnaissez vous-même qu'on a fait énormément de projets à Bernay justement pour inverser cette tendance-là. Cette fameuse belle endormie qui s'éteignait progressivement, on a essayé de la réveiller. Et maintenant, vous le savez, le temps démographique, ça ne se fait pas en 2-3 ans. Il faut du temps. Et donc ce temps-là, nous on espère, on a mis en place les moyens de la réussite pour sortir de cette ornière-là et enfin pouvoir remplir nos écoles. Et là, moi j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir, dans 6 ans, peut-être reconstruire une école. Voilà, moi c'est ce que j'ambitionne, mais à un moment donné, on est aussi tributaire de ce temps long. Oui, Pascal. Merci à nouveau, Madame le maire, de me redonner la parole. Là-dessus, on est raccord, quoi. C'est sûr que sur le terrain, on va défendre nos écoles. Il n'empêche que on peut se poser aussi la question qu'il faut changer les règles.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des règles qui sont anciennes de fermeture de classes et d'écoles sur des critères de chiffres qui ne correspondent plus justement à la réalité de terrain que vous décriviez, à savoir cette démographie qui est une stagnation à la baisse, on peut le dire comme cela. Et aujourd'hui, il faut changer les règles. Donc nous, on a des propositions. Si les élus, les enseignants, les parents, bref, la communauté éducative estime qu'il n'y a pas matière à fermer une classe parce que c'est une nécessité pour que le service soit de qualité, eh bien, ça pourrait être cette règle-là qui pourrait être annoncée pour dire au service de l'État, il ne faut plus, comment dirais-je, programmer des fermetures de classes comme ça se faisait il y a 10, 20 ou 30 ans, parce qu'aujourd'hui, la situation elle est en train de changer. Donc moi, je pense qu'il faut porter haut et clair cette proposition, mais je sais que vous aurez l'intelligence d'en faire d'autres, certainement, pourquoi pas, plus pertinentes, mais en tout cas, il faut demander à l'administration, au service de l'État, de changer les règles. Aujourd'hui, on sait bien que les questions éducatives sont des questions importantes dans notre société-là, et qu'il faut donner des moyens encore supplémentaires, et donc changer les règles qui concernent les fermetures de classes, qui ne correspondent plus aux exigences actuelles. Alors, on partage cette vision-là, et en fait, il faut savoir. Alors, je ne connais pas au niveau national, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la politique nationale, c'est la politique locale et la politique de Bernay. Il faut savoir qu'à Bernay, aujourd'hui, la DAZEN adapte déjà les règles de l'éducation nationale, parce que quand on a en moyenne 17 enfants par classe, c'est quand même des conditions propices à l'apprentissage. Et effectivement, hein, on pourrait dire ben, il faudrait maintenant 15. On peut tout imaginer. Maintenant, nous, on n'a pas non plus les cordons de la bourse, vous le savez. Aujourd'hui, et moi, je renvoie finalement aux élections présidentielles de 2027 parce que le projet de société, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on priorise. Est-ce que c'est l'éducation, la santé ou d'autres domaines. Mais en tout état de cause, je peux vous dire qu'au niveau local, il y a une flexibilité qui est donnée justement pour qu'on puisse maintenir des groupes scolaires en l'état et avec des conditions d'apprentissage parce que effectivement on le sait, on a certaines écoles avec quelques difficultés, mais pour permettre aux enseignants de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, c'est déjà pris en compte au cas par cas, déjà. Merci, Michael. S'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 2, autorisation de signature de l'avenant à la Convention territoriale globale de l'IBTN. Comme vous savez, l'IBTN met en place sa Convention territoriale globale, sa CTG, et on vous demande de m'autoriser à signer cette convention, être un partenaire à signer la convention avec l'IBTN. Il y a des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je redonne la parole à M. Pereira concernant la subvention exceptionnelle pour la classe de découverte de l'école primaire Paul Bert. Merci Madame le maire. Mais voici typiquement l'illustration d'une action que la municipalité veut mettre en place et soutenir justement pour que nos écoles restent attractives, puisque là il s'agit, là en l'occurrence de l'école Paul Bert, mais on l'a déjà aussi fait pour d'autres écoles, qui organisent une classe de découverte à Annelle, donc dans le Calvados, du 17 au 20 mars pour 39 élèves, des classes de CE2, CM1 et CM1, CM2. Cette classe de découverte de 4 jours et 3 nuitées sur le thème de la découverte du littoral marin et de l'histoire a pour vocation de créer pour les élèves un espace de vivre ensemble en dehors du cadre scolaire. Et donc, par conséquent, la ville de Bernay propose un accompagnement de ce projet scolaire au travers d'un soutien financier forfaitaire à hauteur de 500 €. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 4, validation des investissements 2026 et je donne la parole à M. Chouin. Oui, merci Madame le maire. Donc, comme le réclamaient Monsieur Ditch et Simon Jaraï, il est nécessaire de poursuivre
La dynamique que nous avons générée depuis 6 ans est d'envisager poursuivre le développement de quelques investissements pour favoriser l'attractivité de notre ville, enfin continuer à le favoriser, voire même l'accentuer. Et pour cela, il est bien évident qu'il va être nécessaire d'investir encore sur certains domaines, et notamment sur des domaines indispensable, puisque les installations dont nous disposons, du moins pour certaines, ne correspondent plus du tout aux normes d'aujourd'hui. Et en l'occurrence, il y a un projet sur lequel j'attire votre attention particulièrement, c'est celui de la restructuration du site des associations caritatives. Pour ceux qui le connaissent, vous savez très bien qu'il y a de gros problèmes, notamment à propos de l'installation électrique. Et je ne citerai que celui-là parce que d'après ce que j'ai pu en savoir, il y a beaucoup d'autres soucis, bien évidemment, que ce soit du chauffage, de l'équipement intérieur. Je dois dire que les bénévoles qui travaillent dans ces conditions ont le mérite de le faire et je les en félicite. Donc l'objectif pour nous, c'est d'investir sur plusieurs années pour un coût global d'1,2 million sur à la fois donc l'électricité, l'aménagement d'un espace extérieur pour les familles, ainsi qu'un local de stockage aux normes, avec une chambre froide, ce que nous n'avons pas actuellement et ce qui peut poser des problèmes sanitaires dans certaines conditions. Donc pour 2026, on vous propose de valider un montant prévisionnel d'investissement de 200 000 € hors taxe, qui, après obtention des différentes aides, que ce soit de l'État, de la région, du département ainsi que de l'IBTN, nous permettrait de n'avoir à notre charge que 20% pour un montant global donc de 40 000 €. J'espère que nous parviendrons à obtenir toutes ces aides qui nous permettront donc de répondre dans un premier temps à toutes ces mises aux normes électriques notamment. Pour ce qui concerne 2027, nous prévoyons un investissement de l'ordre d'1 million d'euros, donc le reste du 1,2 million dont je vous parlais précédemment, avec les mêmes financeurs et toujours un investissement supporté par la ville à hauteur de 20%. Donc ce serait pour 2027 un investissement à la charge de la ville de l'ordre de 200 000 €. Bien évidemment, ce plan de financement pourra évoluer en fonction des aides que nous obtiendrons. Ensuite, il y a un deuxième sujet sur lequel il est nécessaire d'envisager investir de façon importante, puisque les normes ne sont plus respectées non plus. Il s'agit cette fois de la cuisine centrale. Et pour cela, nous comptons investir une somme globale, enfin il est nécessaire que nous investissions une somme globale estimée à 714 602 € précisément, hors taxe, je parle bien d'hors taxe. Et suite aux différentes approches qui ont pu être faites vis-à-vis du département de la CAF et de la CAF, il resterait à la charge de la ville la somme de 214 382 € hors taxe. Pour ce qui concerne l'école Jean Moulin, l'école maternelle, on vous propose d'envisager la rénovation complète des fenêtres qui commence à montrer certains signes de faiblesse et quelques ventilations un peu trop exagérées. Donc là, nous aurions à la charge de la ville, après participation du département, une somme d'environ 60 000 €. Pour ce qui concerne la rénovation des portes et fenêtres de l'accueil de loisirs, il est prévu également donc un investissement sur ces éléments qui vieillissent. Ça n'est pas éternel. Les huisseries prennent de l'âge, bien évidemment, comme tout le monde, et la défaillance se fait ressentir au bout d'un moment. Donc l'investissement là est estimé à 48 300 € hors taxe, et resterait à la charge de la ville après consultation de la CAF, de l'État et du département la somme de 13 670 €, c'est-à-dire environ 30%. Pour ce qui concerne le changement des fenêtres de l'hôtel de ville, je vous fais grâce de vous rappeler que consécutivement à l'orage du 25 juin, eh bien, nous avons un certain nombre de fenêtres qui nécessitent d'être remplacées. Enfin, à l'origine, il fallait remplacer les vitres,
mais il nous semble grotesque de remplacer des vitres sur des fenêtres pourries qui laissent les courants d'air passer allègrement. Et je pense qu'il est opportun de profiter à la fois du remboursement de l'assurance et d'aides différentes de l'État et de la DRAC pour changer ces fenêtres qui ont vécu, quoi. Et l'investissement global donc s'élèverait à 397 158 €, pour lequel nous avons, semble-t-il, un devis hors taxe. Je parle toujours hors taxe, et la ville aurait à sa charge 119 148 €. Tout en sachant que là-dessus, nous avons un remboursement pour les vitres de l'ordre de 40 000 €, je crois. C'est bien ça. Pardon. C'est 60, pardon. J'ai été un peu trop court. Bon, donc le reste à charge pour la ville serait modéré. Ensuite, nous comptons étendre le système de vidéoprotection sur différentes rues et abords de collèges, aux abords de l'école Paul Bert également, ainsi qu'aux abords de la basilique de la Couture et de l'escalier des Monts, sites qui ont été repérés comme particulièrement nécessaires à surveiller. Et pour cela, donc, l'investissement global serait de 96 147 € et 20 centimes, et la ville aurait à sa charge environ 70% de cet investissement. Pour ce qui concerne les installations de défense incendie qu'il faut compléter et pour lesquelles il faudrait clore l'intégralité des besoins, donc nous aurions à investir sur le secteur de la Petite Malouve, le chemin de Ferrières, la rue de la Pilette ainsi que la rue de la Victoire. Et pour cela, il est envisagé donc d'investir la somme de 46 797 € hors taxe, charge à la ville 32 758 €, l'État prenant 30% de la dépense globale. La réhabilitation du bâtiment de la DDTM. Vous voyez ce dont je parle, hein, le bâtiment qui se trouve à côté du parking de Carrefour Market, pour lequel nous envisageons faire des travaux de réhabilitation, bien évidemment, d'isolation, etc., pour nous permettre de rationaliser le fonctionnement des équipes à la fois sur la voirie, sur les espaces verts de centre-ville, sur les ateliers. Voilà, il me semblait que j'ai oublié un élément essentiel. En fait, et puis une grosse partie des administratifs, notamment ceux du PADT, dont on reparlera plus tard. Donc là, il serait question d'investir 290 000 € hors taxe, et la charge restante à la ville serait de 200 000 € environ, enfin 203 000 précisément, selon les estimations actuelles. Eh bien voilà, Madame le maire, je pense que ça fait une somme globale assez rondelette, donc on va s'arrêter là. Merci, Monsieur Champ. Bonjour, Simon. Bah, écoute, vous me donnez la parole. Oh, J'allais dire, il y a des questions à ce sujet. Alors, eh ben, écoutez, nous, on est pour les investissements que vous venez d'évoquer, hein, c'est-à-dire réhabiliter la cuisine centrale, changer les fenêtres de l'école Jean Moulin. Mais il y a juste, vous vous doutez bien, mais on va vous épargner le débat ce soir parce que vous vouliez faire un conseil municipal court. Donc on entend, l'opposition entend, on souhaiterait dissocier. J'ai besoin de le dire vraiment, la vidéoprotection, puisque la vidéosurveillance, parce que vous savez que nous ne sommes pas. Non, c'est de la vidéoprotection et pas de surveillance. Mais Pascal, il va se faire tirer l'oreille parce que c'est pas surveillance. Surveillance, ça veut dire qu'on met quelqu'un devant nos écrans. Oui, voilà. on se souvient du débat, voilà. mais voilà. Non, mais je savais. Merci, Simon. Vous l'aviez anticipé, bon, super. Ouais, j'avais anticipé pour la vidéoprotection. J'étais sûr que vous n'alliez pas y participer. Et je te remercie pour qu'on fasse un conseil court parce qu'aujourd'hui, vous savez tous, comme les fins de l'année arrivent, il y a plein de réunions partout. J'ai pas encore mangé. Et quand je mange pas après, j'ai peur d'être un peu agressive. Donc, je te remercie. Mais on ne doutait pas de votre énergie indomptable, Madame le maire. Donc, y a-t-il d'autres questions? Pas de questions? Ah oui, pardon, mademoiselle. Des petites questions. La réhabilitation, effectivement, de
de l'ensemble des associations caritatives, effectivement, pour connaître les lieux. Voilà. Je comprends, il est temps. On est d'accord que ça rassemble les trois, Secours populaire, Restos du Cœur et Croix-Rouge. Est-ce que, alors je ne connais pas leur fonctionnement interne, mais j'imagine qu'il y a aussi des subventions en interne au niveau de leurs instances nationales qui vont venir augmenter la valeur entre les études et les travaux eux-mêmes. Les trois vont participer, j'imagine. Mais aujourd'hui, on n'a pas C'est encore pas- leur réponse. non. On les a sollicités, bon, donc on attend. Donc le montant, on ne peut pas le mettre Non. parce qu'on ne le connaît pas. Effectivement, vous avez raison qu'il est grand temps de faire quelque chose pour ces bâtiments là-bas. Je rappelle quand même que Bernay est la seule ville qui prend tout à sa charge. Oui. Dans les autres villes du département, D'où ma question. Voilà. J'ai donc d'autres exemples en tête dans les autres villes du département, ils payent à loyer. Aujourd'hui, tout est à la charge de la ville. Donc c'est tout naturellement qu'on les a sollicités et ils ne refusent pas. Hein, je veux bien. Mais bon, il faut dans les instances nationales après que ça redescende. Donc là, on n'a pas mis le montant parce qu'on ne le connaît pas. On ne va pas mettre quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc voilà. Et bien sûr, ça viendra en déduction. Voilà. Mais aujourd'hui, on va être en mesure de leur offrir quand même quelque chose de convenable parce que franchement avoir visité plusieurs fois et avoir été avec le commandant Drieux pour voir les installations et autres, franchement quand on regarde vraiment de très près des prises sur des multiprises sur des multiprises et des voilà, c'est pas normal, on peut pas laisser les toitures, je vous en parle pas, enfin l'isolation il y en a pas, enfin c'est pas ma maison mais je le connais bien effectivement donc et pour accueillir toutes ces familles qui voilà, et il est normal d'accueillir quand même ces personnes dans de très bonnes conditions. Il n'y a pas de, comment dire, de confidentialité. Enfin, si j'avais des petits bureaux, mais avec des parois, enfin, il n'y a pas de confidentialité. Enfin, il faut se le dire. Donc aujourd'hui, il est vraiment temps, et voilà, que prenne ce dossier. Il y avait une idée à un moment donné de les délocaliser, de les emmener ailleurs sur un site. Alors le collège du Hameau, je crois, avait été évoqué. Oui, mais bon. Malheureusement. Le collège du Hameau, il a été vandalisé, donc il n'est plus question. Tout va être déconstruit. On avait aussi envisagé de les délocaliser dans le bâtiment des TTM que par les Luchois, mais ils ne veulent pas. Donc ils veulent rester là-bas. Donc Lucie Petit-Ménil, qui est en charge de ce dossier, a beaucoup échangé avec eux. Ils veulent tous rester là-bas. Donc on va faire en fonction, on va mutualiser aussi des locaux, des salles de réunion. On ne va pas faire une salle de réunion pour chacun. Enfin, on va mutualiser des locaux. Et là, donc, c'est bien parti, c'est en bonne voie. Donc, ils sont tous d'accord, sauf qu'on n'a pas le montant de ce qui va redescendre du national des différentes. Voilà, on aura une bonne surprise, je pense. C'est une autre petite question, mais qui est en lien sur les investissements, sur tout ce qui concerne la réhabilitation de bâtiments. Il y a eu quelques temps de cela, un conseil municipal, vous aviez évoqué alors, je sais pas, on va dire préemption du bâtiment abandonné qui est dans la rue, dont j'ignore le nom, en face de l'hôpital, et qui avait un projet de transformation en centre d'urgence, d'hébergement d'urgence. Vous voyez ce bâtiment? Non, enfin, il y avait un projet, parce que c'est à ce moment-là que j'avais pris la parole sur effectivement l'hébergement d'urgence sur Bernay, et qu'il y avait ce projet de cet endroit qui peut-être à terme pourrait être transformé en un lieu. Alors, j'ai peut-être mal écouté à ce moment-là, mais je pensais que c'était dans cet objectif-là. Et lui ne figure pas dans ce bâtiment aujourd'hui. Il est à la Siloge, il appartient à la Siloge. D'accord, oui. Alors c'est moi qui m'excuse, je pensais que non, c'est à la Siloge. C'est bien le bâtiment qui est à rue Frédéric Malbranche. Voilà, celui qui est tout en haut. Non, celui-là, il appartient à la Siloge. Pardon, j'avais cru que c'était un truc de la mairie et que c'était Si Madame le maire me permet, donc l'objectif de ce bâtiment, enfin de Siloge dans ce bâtiment, c'est d'y constituer un foyer de jeunes travailleurs. Oui, voilà, on est dans éventuellement le même thème, mais c'est la Siloge. Alors, je pense savoir ce que vous pensez pour un hébergement d'urgence. Oui. Aujourd'hui, la ville a des hébergements d'urgence, mais c'est pour les violences intrafamiliales au titre du dispositif OREV, parce que les différents bailleurs, enfin Mon Logement 27 et Siloge, mettent à disposition au titre de la TFPB des logements. Oui. Aujourd'hui, on en a 6, mais il y en a 2 qui sont pris en bureau, un pour la politique de la ville et pour le dispositif OREV. Et donc, on abrite, quand on doit extraire rapidement les femmes
ou hommes, s'il y a en urgence pour les abriter. Ils sont tous équipés, aménagés, donc voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Donc qui est contre, qui s'abstient, adopté, sauf pour la vidéoprotection. Simon et Pascal, c'est contre ou abstient? Contre. Ok, merci. Alors, je redonne la parole à Monsieur Pereira concernant la reconstitution de carrière d'agent, la levée de prescription quadriennale. Oui, merci Madame le maire. C'est une délibération qu'on a un petit peu l'habitude de prendre. Alors là, effectivement, elle est mineure parce que ça concerne un montant de 13,90 €, mais c'est le trésorier qui nous a demandé de passer la délibération. Donc j'ai envie de dire la délibération coûte plus cher que ce qu'on va devoir reverser. Mais bon, c'est comme ça, c'est administratif. Donc globalement, l'Interco Bernay Terre de Normandie a sollicité la ville dans le cadre de la reconstitution de la carrière d'un ancien agent municipal qui a été transféré, afin de régulariser tout simplement le paiement de cotisation à la mauvaise caisse de retraite du 1er septembre 1996. Et donc cette reconstitution fait naître au profit de la CNRACL une créance d'un montant de 13,90 €, comme je l'ai évoqué, correspondant à la régularisation des cotisations. Afin de ne pas léser l'agent dans le calcul de ses droits à la retraite, il est proposé aux membres du conseil municipal de lever la prescription quadriennale sur la créance dont est titulaire la CNRACL afin de régler la somme en question. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je redonne la parole à Monsieur Pereira pour la validation de la mise à disposition d'un apprenti. Merci Madame le maire. Donc une délibération effectivement qui nous tient à cœur parce qu'on en fait régulièrement. Vous le savez, la collectivité de Bernay souhaite conclure régulièrement des conventions de mise à disposition d'un apprenti. Donc là, cette fois, c'est pour préparer un certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Donc avec le groupement d'employeurs profession sport et loisirs du 27. L'apprenti suivra sa formation auprès de Profession Sport et Loisirs 76, situé à Petit-Quevilly, et sera en immersion professionnelle au service périscolaire du 5 janvier au 31 octobre. Donc cette mise à disposition sera facturée mensuellement pour un forfait de 1086 €. Et il vous est donc demandé d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, délibération numéro 7, c'est la validation d'un projet d'ombrière photovoltaïque et du bail amphithéotique. Vous savez, comme la dernière fois, nous avons passé le projet de la ferme photovoltaïque sur l'ancienne déchetterie. Et bien là, c'est un projet d'ombrière photovoltaïque sur les terrains qui sont, vous savez, en face du tracteur pooling ou qui sert tous les ans à faire leur parking. Et donc là, c'est de construire des ombrières, donc c'est des parkings couverts, mais avec des panneaux photovoltaïques. Ce serait la même société qui ferait la ferme photovoltaïque et qui nous propose donc pour ce projet un loyer de 6 000 € par mégawatt crête installé sur la parcelle et de conclure un contrat d'achat direct d'énergie renouvelable avec la ville dans des conditions financières intéressantes comme dans la précédente délibération qu'on avait prise pour la ferme photovoltaïque. Voilà, y a-t-il des questions? Pas de questions à ce sujet. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 8, je vais donner la parole à Jérôme Varang sur la tarification de la buvette relevant du sport et de la vie associative. Merci Madame le maire. Dans le cadre de la programmation sportive associative au sein de la Maison des associations, sur les activités liées au service du sport vie associative, la ville de Bernay souhaite de proposer une mise en place d'une buvette avec ou sans alcool
en fonction de l'activité proposée. Au-delà de renforcer la convivialité autour des événements sportifs et associatifs, il s'agit d'opportuniser une recette pour le service des sports et vie associative. Alors que la création d'un tarif est d'une compétence du maire, la fixation tarification des services publics locaux est une compétence du conseil municipal. Donc, il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le tarif suivant. Donc, vous avez le tableau en dessous. Voilà, Madame le maire. Merci, Jérôme. Y a-t-il des questions? Non. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je redonne la parole à Monsieur Varang concernant la tarification applicable dans le cadre du Téléthon. Merci, Madame le maire. Le Téléthon constitue un événement national majeur et solidaire organisé chaque année afin de soutenir les recherches médicales et d'accompagner les personnes touchées par des maladies. À cette occasion, des membres de l'association locale Club sportif et bénévoles se mobilisent sur le territoire communal pour proposer des animations, activités sportives et actions caritatives. Le service des sports et vie associative organise un biathlon dont la recette est dans la totalité reversée au Téléthon. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de valider le prix de la manifestation dont la totalité de la recette sera reversée au Téléthon. Voilà, Madame le maire. Merci, Monsieur Varang. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 10, je vais donner la parole à Madame Laurence Béatrix concernant l'autorisation de désherbage du fonds de la médiathèque et vente à l'occasion de la nuit de la lecture. Merci Madame le maire. Donc, le désherbage ou désaffection en langage bibliothèque économique est une procédure pour réguler les collections. Cette procédure consiste à retirer des rayonnages des documents qui ne peuvent plus être proposés au public. Le désherbage ne rime pas avec destruction, mais au contraire avec la valorisation des documents mis à disposition des lecteurs. Cette opération régulière est nécessaire pour améliorer l'aspect général des collections et l'efficacité du service de la lecture publique. Les collections doivent être en bon état, fiables et actuelles. Cette procédure est nécessaire pour avoir une politique d'acquisition qualitative, efficace et en corrélation avec les besoins. La médiathèque de Bernay réalisera cette procédure selon les critères de la grille UPI établie par les bibliothèques publiques d'information. Ainsi, il est proposé d'organiser le désherbage des livres cités en annexe que vous avez tous reçus, selon les modalités suivantes. Dans un premier temps, les ouvrages désherbés seront proposés à la vente du mardi 20 au 24 janvier 2026, dans le cadre de la programmation de la 10e édition des Nuits de la lecture, au tarif en vigueur de 1 € le livre. Pour les ouvrages restants, les livres jeunesse seront donnés aux écoles de la ville de Bernay, à l'accueil des loisirs, au multi-accueil et au service de la jeunesse de la ville. Les livres adultes en gros caractères seront donnés à la résidence Liliane Carpentier. Les plus abîmés seront détruits et recyclés. L'élimination des ouvrages sera constatée par un procès-verbal mentionnant le nombre d'ouvrages auxquels seront annexées les mentions d'auteur, de titre et de numéro d'inventaire. Les fonds patrimoniaux et le fonds local ne désherbent pas. La responsable de la médiathèque sera chargée de mettre en œuvre la politique de régulation des collections et de signer les procès-verbaux d'élimination. Il vous est donc demandé de valider cette possibilité de désherbage. Y a-t-il des questions sur le désherbage? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 11. Je redonne la parole à Madame Béatrix concernant la modification des tarifs du bar du Théâtre Le Piaf. Merci Madame le maire. Le Théâtre Le Piaf, titulaire d'une licence d'exploitation de débit de boissons de type 4, propose lors de chaque spectacle son service de bar.
Dans le cadre de l'évolution des propositions des spectacles, nous allons avoir en janvier donc les Hommes de Piaf qui vont donner une représentation donc au Piaf. Il est proposé de modifier les tarifs du bar et d'ajouter certains produits. Il faut savoir qu'on va pouvoir proposer donc de la vente de boissons à la bouteille et un type de nourriture adapté, bien sûr, tout en ayant forcément la consigne du règlement intérieur du Piaf. Donc, il est proposé également de préciser donc les quantités et les nouvelles propositions apparaissent en surlignage. Donc, vous avez tous les tarifs qui seront avec les boissons qui seront proposées lors de cet événement. Donc, on vous demande de bien valider de la même façon cette proposition. Y a-t-il des questions? N'oubliez pas de réserver votre place pour cette future soirée, spectacle qui s'annonce. Non, pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je redonne la parole à Madame Béatrice concernant la modification de règlement de location du théâtre Le Piaf. Merci, Madame le maire. Le théâtre Le Piaf peut être loué à des personnes morales à certains moments de l'année en dehors des temps de programmation culturelle. Une grille tarifaire avait ainsi été délibérée en ce sens. Afin de préciser les termes de possibilité de location, il est proposé de préciser dans le préambule la nature des activités autorisées dans le cadre d'une location. Il est ainsi proposé de ne plus autoriser la production et diffusion de spectacles par des loueurs privés afin de garantir la cohérence de la saison culturelle. Même chose, il vous est demandé donc d'approuver et de valider la modification de ce règlement. Merci Madame Béatrix. Oui, Pascal. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Il est ainsi proposé de ne plus autoriser la production et diffusion de spectacles par des loueurs privés afin de garantir la cohérence de la saison culturelle. C'est-à-dire que des associations qui voudraient, par exemple, proposer un spectacle en accord avec le théâtre ne pourraient plus le faire. Non, non, un C'est loueur. pour ça que je pose la question. Non, non, Alors, un qu'est-ce que loueur vous- privé, par Qu'est-ce que exemple. vous entendez par loueur? Un loueur privé, je ne sais pas ce que je vais donner comme spectacle qu'il pourrait faire et qui ne correspond pas, qui n'est pas une continuité avec notre programmation D'accord. culturelle. D'accord. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme spectacle? Non, mais quand on regarde notre programmation annuelle, voilà, on a un fil conducteur de notre programmation annuelle. On ne souhaite pas qu'il y ait un loueur privé qui vienne donner un autre spectacle. Alors, je sais pas, je vais te dire, aujourd'hui, on n'a qu'à dire que la programmation, c'est sur la jeunesse, et puis qu'ils viennent, avec son spectacle, aller contre ce qu'on propose par rapport à la jeunesse, qui est complètement à l'opposé de ce qu'on a décrit dans notre programmation. Ouais, il faut qu'il y ait une continuité. Par exemple, on n'a qu'à promouvoir que la jeunesse, tout est bien, tout est beau dans la jeunesse, et qu'ils viennent nous montrer le contraire dans notre programmation, quoi. Donc voilà, c'est juste pour ça. Mais les associations, ça ne change pas, Pascal. Je rappelle que les associations bernéennes ont le droit aux accès les week-ends de juin et autres. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste pour les loueurs privés. C'est ça, on aura toujours le Bernet en SAN et de toute façon, même à présent, les associations travaillent en étroite collaboration avec le Piaf. Donc, il n'y a aucun changement de ce côté-là. Pas d'autres questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Je donne la parole pour la délibération numéro 13 à M. Chouin concernant l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables sur le budget annexe de l'eau. Oui, je tiens à préciser avant de donner la parole à M. Chouin que vous savez que la ville de Bernay perd la compétence de service de l'eau au 31 décembre, comme la loi le prévoit. Et donc, la ville de Bernay j'espère que toutes les communes auront délibéré, va rejoindre le syndicat de la Charentonne pour la distribution de l'eau. Donc, c'est pas qu'on a voulu s'en débarrasser du service de l'eau, c'est que c'est une obligation pour le 1er janvier 26 d'adhérer au syndicat de la Charentonne. Donc, voilà. Et donc, il faut... Et surtout, j'insiste, parce que je ne voudrais pas revivre la même période que quand il y a eu le transfert de l'assainissement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu de nombreux débats sur ce transfert
de la compétence assainissement. Et donc là, il faudrait rendre un dossier clair, net, bien, enfin, sous toutes ses formes. Et donc, on va passer encore à notre charge cette année des non-valeurs. Et M. Chouin va vous présenter cette délibération-là. Merci Madame le maire. Donc comme Madame le maire vient de le préciser, il convient d'apurer les comptes du budget, enfin du service de l'eau plutôt que du budget, de façon à éviter tout problème susceptible de générer des conflits entre les collectivités, puisque en fait il faudrait que nous admettions en non-valeur des créances qui s'avèrent irrécouvrables, puisque tout a été tenté par le trésorier pour essayer de recouvrir ces différentes créances, donc que ce soit à la fois par des relances du papier bleu au travers des huissiers qu'on appelle les commissaires de justice désormais, que l'on ait essayé ou tenté de faire des oppositions sur salaire. Enfin, tout a été tenté, rien n'a permis d'aboutir à ce recouvrement. Donc, pour le budget de l'eau, cela concerne les exercices de 2013 à 2018, puisque, enfin, vous savez que d'année en année, on repousse parce qu'il est bien évident que ces créances de 2013 notamment ont subi tout un tas de démarches administratives et de démarches éventuellement judiciaires pour essayer et tenter de recouvrir ces sommes, et rien n'a abouti. Cependant, je vous précise que ce n'est pas parce qu'une créance est déclarée en non-valeur que, le cas échéant, le débiteur n'est pas poursuivable, enfin n'est pas susceptible de poursuite dès lors qu'il redeviendrait solvable. Donc pour ces exercices de 2013 à 2018, il s'agit de la somme de 74 875 € et 87 centimes qu'il conviendrait de passer en non-valeur, Madame le maire. Merci, M. Chouin. Et je tiens aussi à préciser que quand on fait un transfert de compétences, on va transférer tout l'actif du budget annexe, enfin, du service de l'eau. Par contre, nous allons reprendre dans le budget général de la ville toutes les factures non réglées. Donc, on n'a pas encore aujourd'hui la somme définitive, mais qu'on devra réintégrer dans notre budget général. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on utilise des moyens également pour recouvrir ces sommes. Sinon, on les passera en non-valeur dans le budget général de la ville. Donc, on ne transfère que les actifs au SAEP de la Charentonne, et les créances non réglées seront inscrites l'année prochaine, au 1er janvier 2026, dans le budget de la ville. Voilà. Et donc, oui, et comme dit justement M. Chouin, on risque d'avoir exactement des mises en non-valeur dans les futures années. Est-ce qu'il y a des questions? Eh ben, là, on a passé 2013-2018. Maintenant, ça va être 2018. De toute façon, on aura, nous, jusqu'au 31 décembre 2025. 2018 à 2025. Voilà. Mais on ne les aura pas forcément l'année prochaine toutes. Non, on ne les aura pas toutes, non. Ça va être échelonné. Comme là, vous voyez, on est en 25, on fait 2013-2018. L'autre fois, on a fait 2008-2012. Enfin, donc voilà, ça traîne depuis longtemps. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Et je redonne la parole à M. Join, évidemment, pour maintenant passer la décision modificative numéro 3 du budget annexe de l'eau. Oui, merci Madame le maire. Donc dans le même esprit et suite à cette obligation qui nous est faite de transférer la compétence au syndicat SAEP de la Charentonne, et il convient de mettre à jour et surtout d'apurer les comptes. Et en l'occurrence, il apparaît dans les comptes du Trésor en recette de fonctionnement une somme... la somme de 75 000 € exactement, et qui est relative à des opérations extrêmement anciennes, c'est-à-dire des années 2005, 2010, enfin de cet ordre-là,
et qui n'avaient pas été régularisés. Donc cette somme apparaîtra évidemment au mois de décembre sur le budget de l'eau de la ville, de manière à l'intégrer dans nos comptes. Et puis en deuxième lieu, il conviendra d'apurer également des amortissements et des reprises de subventions, mais cela concerne davantage des opérations d'ordre, des opérations qui ne sont pas budgétaires. En fait, ça ne change strictement en rien, mais enfin, bon, on vous en fait part de façon à ce que vous soyez informés de tout ce qui est engagé, de façon à apurer et présenter les cordes les plus sincères possibles. Pour ce qui concerne la somme de 75 000 euros, d'un commun accord avec donc la trésorerie, il convient de faire en sorte que cette somme de 75 000 euros vienne en compensation des créances que nous avons admises en non-valeur précédemment, dans la délibération précédente. On est à peu près sur la même somme, 75 000 euros, 74 000, je ne sais plus combien, 900 et quelques. Bon, voilà, on appure comme cela, puisqu'on n'a pas de possibilité autrement d'inscrire cette somme par ailleurs. Et puis, étant donné qu'on était en négatif d'un côté, le fait d'être en positif de l'autre, tout cela s'annule. Et puis, par ailleurs, il convient également, puisque vous savez que les taux d'intérêt ont évolué ces dernières années, et que certains crédits qui étaient inscrits au BP 2025 en dépenses d'investissement, notamment pour le remboursement du capital des emprunts, s'avèrent insuffisants, puisque les frais financiers nous sont communiqués en fin d'année sur comment dirais-je, un emprunt qui était calé sur Euribor plus 4 mois. Donc voilà, c'est ce qui génère une fluctuation et qui n'avait pas été suffisamment dimensionné lors de la présentation du budget. Donc il convient de transférer la somme de 2 000 euros du chapitre travaux au chapitre remboursement de capital d'emprunt, de façon à équilibrer le budget. Mais ça ne change en rien sur les grandes masses du budget de l'eau. Voilà ce que j'avais à vous proposer concernant cette décision modificative du budget annexe de l'eau. Merci, monsieur Chat. Oui, effectivement, la trésorerie, elle avait sur un compte 75 000 euros, mais comme elle ne savait pas comment imputer ces sommes, et là, comme on arrive en fin d'activité du service de l'eau, et bien donc, il nous propose de réintégrer les 75 000 euros en recettes, et de l'autre côté, on compense avec les créances irrécouvrables. Voilà. Donc, avez-vous des questions à ce sujet? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je redonne la parole à monsieur Chouin concernant la cession de la parcelle AS100. Merci Madame le maire. Donc nous avons été contactés par un certain monsieur Abel Garnier, qui nous a proposé d'acquérir en son nom ou au nom d'une société à laquelle qui se substituerait à lui, le bâtiment que nous appelons le PADT, c'est-à-dire le bâtiment qui se trouve sur la place Sainte-Croix, où donc nous avons les services voirie, travaux, etc., etc. Monsieur Garnier a un projet intéressant, puisqu'en fait il a pour objectif de réhabiliter le bâtiment et de l'agrémenter d'un complément qui permettrait de faire au total une trentaine de logements, donc dans ce quartier particulièrement sensible du centre-ville, où nous manquons cruellement de petits logements. L'avis des domaines qui nous a été transmis le 4 décembre 2025 estime la valeur du bien dans sa globalité à 440 000 euros. L'offre qui nous est faite est de 450 000 euros. Cependant, avant de pouvoir envisager cette vente, je vous rappelle que ce bâtiment est dans le domaine
public de la ville et que pour le vendre, il convient de le repasser dans le domaine privé de la ville. Donc, il vous est demandé d'une part d'accepter de repasser cette propriété dans sa globalité dans le domaine privé de la ville de façon à pouvoir le vendre. Donc le déclasser du public pour le passer dans le privé. Et puis en parallèle, il vous est également proposé de céder la parcelle AS100, puisque le bâtiment est sur cette parcelle cadastrée AS100 pour une surface de 504 mètres carrés à M. Garnier ou à toute autre personne physique ou morale qui pourrait se substituer à lui pour un montant global de 450 000 euros. Merci, M. Chouin. Y a-t-il des questions? Oui, Pascal. Merci Madame le maire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on puisse repeupler le centre-ville avec plusieurs projets d'investisseurs. Ça là-dessus, on ne peut que s'en féliciter. La question que je me pose, en fait il y a deux questions, mais celle que je voulais poser en avant, je la poserai après parce qu'elle est technique et puis c'est qu'une réponse technique à avoir. Mais la question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, quelle stratégie on met en place pour que le repeuplement du centre-ville, c'est-à-dire de nouveau une population qui s'installe en centre-ville, soit une population aussi qui corresponde à notre stratégie de rajeunissement ou de renouvellement des générations. Parce que dernièrement, on a vendu une maison place de la République. Donc les propriétaires, ce sont des personnes de mon âge. Vous voyez, je ne fais pas de jeunisme, d'accord? Oui, mais je connais bien Jean-Noël. D'accord? Voilà, on en a parlé encore récemment et je lui ai dit ce que je vais vous dire ce soir. C'est que la difficulté aujourd'hui, c'est que on a besoin d'un renouvellement de génération. Et on sait qu'aujourd'hui, on a un problème de loyer sur Bernay, mais pas qu'à Bernay, dans d'autres villes aussi. Et se pose la question de l'encadrement des loyers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les appartements ou maisons qui sont alloués, le niveau de location est très élevé par rapport à la disposition qui est celle des jeunes particulièrement en début de carrière. Et souvent, on a des acquisitions qui sont faites par des personnes d'un certain âge qui ont pu, comment dirais-je, faire des économies, etc. etc. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas une possibilité de mettre en place quelque chose qui nous permettrait d'encadrer les loyers? Parce que cette question-là, elle est posée aussi dans d'autres villes, dans des grandes villes particulièrement, où aujourd'hui les centres-villes sont inaccessibles pour la jeunesse, ou alors sur des mètres carrés qui sont dérisoires pour construire des familles, particulièrement avec des enfants. Et nous, il ne faudrait pas qu'on tombe dans cette, dans cette façon comment dire, de louer. La deuxième question, elle était technique, mais je crois que vous aviez déjà répondu la fois dernière, mais je voudrais m'en assurer cette fois-ci. Lorsqu'on passe de domaine public à domaine privé, est-ce qu'il n'y a pas une enquête publique qui doit être faite? Non, c'est juste qu'on sort le bien qui est du domaine public, on le rentre dans le domaine privé de la ville, parce qu'il appartient à la ville. Il n'y a pas une enquête publique. Voilà, c'était juste pour avoir confirmation de ce que vous m'aviez Mais- déjà dit la fois ouais. dernière. Mais sur la première question, Non, je mais pense je vais que donner- c'est une vraie question de Oui, société mais aujourd'hui. Monsieur Chouin, lui, va vous répondre. Va te répondre, Pascal. Oui, alors votre remarque est tout à fait justifiée, bien évidemment, mais pour quelle raison avons-nous des prix aussi élevés en matière de location et notamment de petits logements? C'est simplement parce que l'offre n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante dans des conditions décentes ou avec ascenseur. Donc le fait d'offrir là une trentaine d'appartements plutôt de petite taille, et je l'ai précisé justement, puisque les jeunes cherchent plutôt des appartements en T1, et je vais dire studio T1, mais enfin plutôt du T1, c'est-à-dire salle plus chambre. T2, pardon, T2. Studio, c'est T1. T2, donc ce serait T1 et T2. Et je pense qu'en accroissant cette offre, nous allons forcément avoir une détente de ce marché. Actuellement, le marché est très tendu. On était tout à l'heure avec le monsieur Corbel qui dirige Orpi, sans faire de publicité pour lui. Il nous disait qu'il ne trouvait absolument aucun bien à louer en T2. Pas plus qu'en T1 d'ailleurs.
Donc voilà, là nous avons affaire à quelqu'un qui souhaite investir pas mal sur Bernay. Il a en ligne de mire un certain nombre de biens sur lesquels, bon, c'est lui qui a acheté également l'heure des livres, hein, pour tout vous dire, dans lequel il va y avoir 7 logements, mais bon, la taille du bâtiment ne permet pas non plus d'en faire énormément, tandis qu'au PADT, il compte poursuivre l'architecture sur le même niveau, dans le même esprit, jusqu'au bout de la rue Lindé, et ensuite de fermer la cour. Et à l'intérieur, vous connaissez tous plus ou moins les lieux, il y a deux petits bâtiments dans lesquels il veut faire 2 petites maisons. Donc je trouve que le projet est assez ambitieux. Il va répondre à l'attente d'un certain nombre de gens, et il y aura également un ascenseur ou 2, je ne sais pas trop comment il a prévu, dans le bâtiment. Donc ce sera tout à fait adapté à tout type de locataires ou de potentiels locataires. Bon, après, évidemment, il est bien évident que pour être locataire, il faut trouver des investisseurs. Mais l'investisseur, dès lors qu'il ne trouve pas preneur à un prix, il va être obligé de revoir son prix. Regardez ce qui est en train de se passer au niveau des commerces. Les commerces, pour certains, suscitent des ambitions démesurées de la part de quelques propriétaires, je ne veux pas dire tous, hein, mais au fil du temps, ils s'aperçoivent qu'ils ne louent pas parce qu'ils sont trop chers. Donc, ils révisent leur position. Et je pense qu'on peut assister à cette situation pour les logements, et je suis convaincu que nous allons y parvenir. Voilà. Puis j'ajouterais, Pascal, l'encadrement des loyers, c'est pas à notre niveau, c'est pas la commune qui peut faire. Attends, la loi, ouais, parce que la loi, elle a été quand même modifiée au printemps 2025. Et puis quand il y a des propriétaires privés, on ne peut pas se substituer aux propriétaires pour le loyer. Mika, tu veux rajouter? Juste sur l'aspect encadrement des loyers, c'est une excellente idée, sauf qu'en fait c'est un outil juridique et qu'elle concerne que 69 villes en France à l'heure actuelle. C'est les grandes agglomérations, les grandes métropoles. Donc bien évidemment, nous on est encore loin malheureusement de cette cible-là, quoi. Y a-t-il encore des questions? Non, pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Et après, il y a le compte-rendu des décisions. Est-ce que vous avez des questions sur le compte-rendu des décisions? Donc, il n'y a pas de questions. Donc, on en prend acte. Je vous remercie. Et ben, le conseil étant terminé, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Et si on ne se revoit pas, ben, à l'année prochaine.